Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Je vous souhaite la bienvenue à ce webinaire, donc co-organisé par l'Académie du service et Better World, qui mettra notamment en lumière les travaux menés par la Fondation Adolphe de Rothschild, représentée par Marie Truon. Donc, comme je le disais, nous sommes donc deux entités organisatrices et partenaires dans ce webinaire, donc l'Académie du service avec Jean-Jacques Gressier et donc Better World que j'ai la chance de diriger. Tu veux bien aller à la slide d'après. Donc, je vais passer la main à nos deux super hosts pour cet événement. Donc, ils vont gérer toute la partie technique. C'est notamment Michael Ratsimbazafi et Tom Halimi. Michael, je te passe la main. Tout à fait, bonjour, enchanté, à tous les participants de ce jour au webinaire. Alors avant de commencer, les différentes présentations, je voulais partager avec vous le kit interactif pour que vous puissiez être avec nous en termes d'interaction. Donc vous allez avoir en menu, plusieurs fonctionnalités. Donc la première fonctionnalité que vous allez utiliser plusieurs fois sur cette matinée, c'est le bouton conversation ou chat. Là, vous allez pouvoir interagir donc avec Tom et moi notamment, qui vont pouvoir vous pousser quelques informations, aussi interagir, donner des commentaires et aussi à des moments de la matinée, on va vous poser des sondages, des questions et il faudra répondre en commentaire, les réponses que vous aurez choisies parmi les questions qu'on va vous poser. Ensuite, vous pouvez aussi avec le bouton Q&R, donc questions et réponses, poser vos questions et avec Tom, on fera la voix de tous les participants. Donc on prendra vos questions et on les posera donc à Jean-Jacques, Daniel ou Marie en fonction des questions que vous posez. Vous avez bien sûr le bouton participant pour voir la liste des participants. Vous pouvez lever la main si vous avez une intervention ou vous voulez prendre la parole. On verra en fonction du timing si on peut vous donner la parole, mais on pourra vous donner la parole si besoin. Vous pouvez réagir aussi avec certains smileys. Et vous pouvez aussi régler votre affichage si, vous voulez voir, des écrans plus en avant, en fonction de ce que vous voulez mettre en avant sur vos écrans. Donc voilà, vous avez plusieurs fonctionnalités et vous pouvez activer bien sûr, comme je le disais au début, votre caméra parce qu'on aime bien voir aussi qui sont avec nous aujourd'hui sur ce webinaire. Merci beaucoup, Michael. Donc, pour vous faire le planning de la matinée, donc déjà, nous avons la chance d'être avec vous ce matin jusqu'à 10h30. Donc, il y aura deux grandes parties dans cet échange. Première partie qui sera animée par Jean-Jacques Gressier et moi-même, où nous allons vous restituer les résultats du baromètre national de la symétrie des attentions, qui est la seule étude existante à l'échelle nationale en France qui met en regard la satisfaction des usagers, des clients, des patients, avec la satisfaction des collaborateurs, des professionnels, des soignants. Ça, c'est un premier temps. Et ensuite, second temps que nous aurons la chance d'animer avec Marie Truong, donc, où Marie nous partagera les méthodes, les approches de la Fondation Rothschild pour maximiser, pour améliorer l'expérience des patients, mais aussi des soignants. Marie, je te propose du coup de te présenter ainsi que la Fondation Rothschild. C'est à toi, Marie. Bonjour, donc Marie Truong de l'hôpital Fondation Rothschild. Je suis responsable de l'expérience patient. Donc, très rapidement, l'expérience patient, c'est capter, recueillir le ressenti du patient tout au long de son parcours de soins. Et voilà. Et donc, ravie de partager ces sujets-là avec vous aujourd'hui. L'hôpital Fondation Rothschild, c'est 158 lits, spécialistes de la tête et cou et particulièrement quand même de l'ophtalmologie. On a quand même plus de 360 000 consultations par an, 45 000 passages dans nos urgences, plus de 31 000 interventions chirurgicales. Voilà, grâce à une équipe de 1700 salariés, dont 333 médecins. Donc, voilà. Merci beaucoup. Merci. Merci, Marie. Alors, si on continue, donc ensuite, pour dire quelques mots sur Better World pour ceux qui ne nous connaîtraient pas déjà et qui sont connectés. Donc, la société Better World est une société qui est spécialisée sur la mesure des expériences usagers et collaborateurs. Et nous sommes convaincus chez Better World que la bonne combinaison entre IA, intelligence artificielle, et IH, intelligence humaine, permet aux organisations de se reconnecter aux besoins de leurs usagers, clients, patients, et aux besoins de leurs collaborateurs.
Et pour prendre un exemple de cela, donc c'est la page d'après, dans un secteur qui est en l'occurrence l'industrie automobile, mais c'est un résultat qui s'applique en fait très largement. Et ceux qui travaillent déjà avec nous en fait connaissent cette représentation. Cette représentation montre de façon graphique comment les feedbacks des usagers, des clients, des patients se répartissent selon des grands sujets d'expression. Ici, en l'occurrence, et en fait, plus un bloc est grand, plus il a reçu de volume de feedback. Et là, qu'est-ce qu'on observe tout de suite? C'est qu'en fait, la notion de personnel, donc en fait, la relation au personnel, la relation que le patient, l'usager, le client exprime ou ressent vis-à-vis du personnel, en fait, elle est extrêmement importante. Cette relation est extrêmement importante. C'est la boîte la plus grande de toutes. On voit que tout le reste, en fait, c'est beaucoup plus petit. Et c'est aussi ça notre credo, c'est que investir sur la relation professionnel-patient, professionnel-client, professionnel-usager, c'est extrêmement important quand on regarde ce qui compte vraiment pour les clients, les usagers, les patients. J'ai vu une main se lever, je me tourne vers mon super host. Est-ce qu'on peut prendre la question, Michael? Alors, ton micro est coupé, Michael. Excusez-moi, non, c'est juste dans le commentaire, Élodie Bougueret demande si nous aurons le support. Voilà, c'est juste cette question par rapport à la présentation. Absolument. Et du coup, je peux répondre, il n'y a pas de problème pour qu'on le partage. Voilà, du coup, sur Better World, et à la fin, Better World donc, travaille dans plusieurs secteurs, mais notamment dans le secteur de la santé, où, je vous en prie, Elodie, où Better World donc, est le leader en France dans la santé, puisqu'il y a un peu plus de 750 hôpitaux, cliniques, EHPAD qui travaillent avec nous sur la mesure d'expérience patient et aussi soignant. Par ailleurs, nous travaillons beaucoup dans le tourisme, dans l'hôtellerie, dans l'automobile, dans le service public, etc., etc. Jean-Jacques, je te passe la main sur l'académie. Oui, je vais présenter rapidement l'Académie du service, qui est une société que j'ai créée au départ au sein du groupe Accor à la demande de personnes qui sont venues nous trouver chez Accor en nous disant, écoutez, vous y connaissez en relation de service, en relation client, et nous, on n'y arrive pas. On n'est pas vos concurrents, est-ce que vous acceptez de nous aider? Et donc, pour aider des sociétés qui n'étaient pas du groupe, ben, il a bien fallu documenter cette culture du groupe qui les attirait. Et c'est comme ça qu'on a documenté, qu'on a créé le concept de la symétrie d'attention, qui était vraiment dans l'ADN du groupe Accor. Et aujourd'hui, la mission de l'Académie du service, c'est d'installer cette symétrie d'attention au sein des organisations, car on est persuadé que c'est comme ça qu'on peut faire s'épanouir les femmes et les hommes qui y travaillent, individuellement ou collectivement. Mais c'est aussi un chemin de transformation qui assure à l'entreprise sa performance en termes de qualité de service et donc de satisfaction client et d'engagement des collaborateurs. L'Académie, tu peux passer du travail pour des tas de secteurs différents et de plus en plus de secteurs parce que aujourd'hui, qui ne met pas le patient, l'usager ou le client dans un point haut de sa stratégie? Alors l'Académie, on a des valeurs et on en a une qui est le partage. C'est un peu la raison pour laquelle on se retrouve ce matin. C'est-à-dire que nous, on estime qu'à chaque fois qu'on a un peu progressé dans notre connaissance, dans notre expertise, ben, il est bon de le faire savoir à la communauté qui peut être intéressée par ce que nous faisons. Parce que c'est comme ça qu'on participera de la diffusion de la symétrie d'attention des entreprises françaises. Donc on fait comme ce matin des webinaires, on publie beaucoup de choses sur les blogs, la presse, les réseaux sociaux. Voilà, et on est content de passer cette heure avec vous, avec Better World, avec qui on travaille de plus en plus au quotidien, parce que pour accompagner une entreprise sur sa progression de service, ben, il faut avoir un bon diagnostic, ce que nous faisons ensemble entre les verbatims et le baromètre de la symétrie d'attention qu'on va vous présenter. Merci Jean-Jacques. Donc, nous rentrons dans le premier sujet de cette matinée, donc le partage des résultats du baromètre national 2024 de la symétrie des attentions. Jean-Jacques, Oui. je te passe la main sur la méthodologie. Oui, je vais d'abord rappeler donc cette symétrie d'attention qui peut paraître, qui est une évidence dès qu'on la formule. Elle dit une chose très très simple, c'est que la qualité de la relation entre une organisation et ses usagers, quel que soit le nom qu'on leur donne, est symétrique de la qualité des relations à l'intérieur de l'organisation. Donc on pourrait dire que quand on a un souci de satisfaction, un souci marketing, en regard, en miroir, il y a aussi un engagement et une stratégie à avoir vis-à-vis de l'ensemble des collaborateurs. Et même plus largement, c'est les collaborateurs, mais aussi, par exemple, les parties prenantes, même le personnel qui serait du personnel sous-traitant dans la prestation de service.
Alors cette symétrie, quand on l'explique aujourd'hui, puis elle est prouvée par des tas de statistiques, cette symétrie, elle est évidente, mais ce n'est pas parce qu'elle est évidente qu'elle est facile à mettre en œuvre. Parce que là, on vous la présente d'une façon horizontale, hein, qui fait le pont entre le marketing et les ressources humaines, mais la symétrie, elle a une dimension verticale. Vous allez voir, c'est évident dès que je le formule, c'est qu'on reproduit le comportement qu'on reçoit. Et donc, dès que je dis ça, ça pose le principe de l'exemplarité. Et dès qu'on parle d'exemplarité, pour l'accepter, cette exemplarité, il faut accepter qu'on n'est pas toujours exemplaire. Donc la symétrie des attentions nous met tous en questionnement de notre relation à autrui. C'est pourquoi ce concept qui est reconnu par tout le monde demande à être... Il faut accompagner l'ensemble des collaborateurs et managers si on veut l'insérer dans les entreprises. Voilà pour ce qu'est la symétrie des attentions. Alors, pour mesurer cette symétrie des attentions, l'Académie du service et Better Work font tous les ans une étude nationale avec un panel représentatif d'un peu plus de 2000 répondants. Et le contenu de ce baromètre donc, est de poser des questions aux répondants, à la fois en tant que clients, quand ils sont clients d'un service donné, je vais y revenir, ou d'un secteur donné, et à la fois en tant que collaborateurs. Donc, ces deux questionnements combinés, pour 14 secteurs qui sont représentatifs de l'activité économique française, donc l'assurance, l'automobile, la banque, la distribution spécialisée, etc., etc. Vous les voyez sur l'écran, colonne de droite. Et enfin, dernière chose, on ne regarde pas la symétrie des attentions dans l'absolu comme symétrie des attentions, mais en fait, on la découpe. On la découpe en bouts, et ces bouts, c'est les 11 dimensions de la symétrie des attentions. Et je propose que Jean-Jacques nous les commente après, pas ici, parce qu'en fait, on a fait l'analyse détaillée, donc des visions collaborateurs d'un côté, clients, usagers, patients de l'autre, sur ces 11 dimensions, et ça sera l'occasion de les parcourir. Donc on va les commenter à l'occasion du partage des scores marquants, d'abord sur l'ensemble des secteurs, puis après on vous fera un focus sur le secteur de la santé qui nous réunit ce matin. Donc la première chose qu'on a pu voir dans l'analyse du baromètre de cette année, vous voyez la courbe bleue en haut, c'est la satisfaction, l'engagement des collaborateurs. Donc vous voyez bien qu'entre 2022 et 2023, il s'était effondré de 12 points, ce qui était quand même une alerte sévère, mais qui correspondait bien au témoignage qu'on avait de l'ensemble de nos clients. Cette année, ça regagne un tout petit peu d'énergie. On est passé à 57,5, ce qui n'est pas encore énorme, parce que nous, on estime que pour qu'une dimension, pour qu'une statistique soit robuste, il faut qu'avec nos méthodes de calcul, on soit largement au-dessus de 55, donc 57,5. Ça montre qu'il y a encore des progrès à faire dans l'engagement des collaborateurs. L'autre chose qu'on voit aussi, c'est que la satisfaction client, elle reste flat. Malgré tous les efforts que font les entreprises pour améliorer la satisfaction des gens qu'ils servent, la moyenne reste flat parce qu'en fait, c'est une course de vitesse par rapport à une augmentation permanente des attentes de l'ensemble des personnes que l'on doit servir quand on est à la tête d'une entreprise. Donc ça, c'est les moyennes. Puis je vais vous montrer maintenant les résultats par secteur parce que c'est aussi intéressant de voir à quel point, quand on regarde la courbe du haut, 66, 54, 57, à quel point l'engagement des collaborateurs, quand on voit les variations, hôtellerie plus 12 points, immobilier 11, énergie 8, la restauration moins 9, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'engagement des collaborateurs, contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'est quelque chose qui est très volatile. C'est volatile parce que c'est basé sur la satisfaction des émotions. Et ces émotions, je dirais, si elles ne sont pas satisfaites ou si on ne les satisfait pas fréquemment, voire tous les jours, eh ben, le désengagement peut arriver très très vite. Donc ça veut dire que quand on voit cette volatilité, puis on la voit aussi pour les clients, assurance plus 10 points, automobile plus 8, restauration plus 6, mais on a aussi la banque, par exemple, qui est en baisse de 6 points, ça veut dire que si on ne mesure pas régulièrement la satisfaction de ses clients et de ses collaborateurs, si on fait, par exemple, comme le font encore trop d'organisations une fois par an, on se rend compte au bout d'un an qu'on a, je dirais, perdu la bataille, alors que c'est quelque chose qu'il faudrait mesurer tous les mois, ou plus la fréquence la plus faible pourrait être tous les trimestres, mais pour avoir encore une fois la capacité de réagir. Donc, premier renseignement, ça bouge beaucoup, ça bouge en permanence, et il faut regarder ça avec beaucoup d'attention et une fréquence très régulière. Voilà ce que je voulais dire sur cette slide. Un autre élément, un autre fait marquant de la symétrie des attentions, c'est la comparaison entre deux visions. Alors, c'est la comparaison entre la vision du client, de l'usager, du patient, qui a sa propre représentation de l'expérience qu'il vit, plus ou moins bonne. Et ça, c'est ce qui est représenté sur ce graphique-là par les pastilles marron.
Les pastilles marron, pour chaque secteur, c'est la satisfaction client vue par les clients. Et ensuite, on s'intéresse avec les pastilles bleues à la vue des collaborateurs et plus précisément comment les collaborateurs estiment la satisfaction des clients, des usagers, des patients. Alors, et donc il y a plusieurs résultats qui sont intéressants là-dedans. Le premier, c'est que systématiquement, quel que soit le secteur, le collaborateur surestime la satisfaction du client, du patient, de l'usager. Il n'y a pas un secteur où la pastille bleue est en dessous de la pastille marron. La pastille bleue, l'estimation par les collaborateurs est toujours meilleure que la réalité. Ça, c'est le premier résultat important. Le deuxième résultat, c'est qu'il y a quand même des variations entre secteurs. Et en fait, il y a des secteurs qui ont une vision plus distendue de la réalité que d'autres. Et les secteurs qui ont la vision avec le plus gros écart, donc supérieur à 15 points dans notre approche statistique, c'est l'énergie, c'est l'immobilier, c'est l'assurance, c'est les établissements de santé et aussi médico-sociaux, la distribution spécialisée et le tourisme et l'hôtellerie. Et on voit que sur la plupart d'entre eux, donc tous sauf l'assurance, cet écart s'est même agrandi par rapport à l'écart que nous avions mesuré l'an dernier, en 2023. À l'autre bout du spectre, on a l'automobile et la grande distribution, où même s'il y a surestimation, l'écart est quand même plus faible. Alors, on peut se poser la question d'où viennent ces écarts plus ou moins importants. Il y a plusieurs raisons qui peuvent expliquer ça. Moi, j'en mettrai deux en lumière. La première raison, c'est que les équipes qui sont en contact le plus proche des clients, des patients, des usagers, ne sont pas forcément les équipes qui sont les plus exposées aux indicateurs qui sont mesurés. Parce que même si les organisations mesurent, et il y en a de plus en plus qui mesurent, c'est pas parce qu'elles mesurent que ça diffuse, que ça percole, que ça diffuse vraiment vers toutes les équipes, notamment celles qui sont en contact des clients. Donc en fait, même si c'est mesuré, si ce n'est pas forcément très positif, les équipes en contact avec les clients, en fait, elles ne le savent pas forcément et donc elles peuvent surestimer. C'est la première chose. La deuxième raison, c'est que les équipes les plus terrain, celles qui sont les plus en contact avec les clients, les usagers, les patients, elles ne sont pas forcément associées au groupe de travail, par exemple, qui vise à améliorer les pratiques, à améliorer l'expérience. Et donc, on crée un peu une distance, finalement, entre la mesure de l'expérience et les équipes qui sont en contact avec les clients. Voilà. C'est la page d'après. Alors, du coup, donc on va regarder maintenant, je vais rentrer un peu dans le détail des dimensions qu'on vous a montré rapidement tout à l'heure, mais on va les prendre dans l'ordre, je dirais, de leur installation. D'après notre méthode, puisqu'en fait ces baromètres proposent des affirmations aux clients et aux patients et aux collaborateurs que les personnes valident en fonction de leur accord entre 0 et 5. Et les pourcentages exprimés, c'est le nombre de répondants qui ont mis 4 ou 5 par rapport au nombre total de répondants. Et donc, on estime que pour qu'une dimension soit installée, il faut qu'elle soit au-dessus de 55. Sinon, elle n'est pas installée dans la réalité de l'entreprise ou du secteur, puisque là, on parle de secteur. Quand on fait, par exemple, des baromètres pour nos clients, et certains ont un label qu'on leur remet qui s'appelle Équipe heureuse, client heureux, il faut être au-dessus de 70. Donc, 55, on met la barre en vert, mais c'est encore faible. Il faut viser dans son entreprise d'être au-dessus de 70 si on veut avoir des clients ou des patients satisfaits et engagés et des collaborateurs engagés. Alors, la première dimension qui est verte est la seule, malheureusement, mais au moins c'est un point de départ, c'est comportement et savoir-vivre. Donc, quand je m'adresse à cette organisation, est-ce qu'on me parle correctement? Est-ce que les règles de bienséance sont respectées? Et moi, collaborateur, dans mes relations avec mon manager ou avec mes pairs, est-ce que effectivement les règles de comportement et de savoir-vivre sont quand même installées? Là, la réponse est plutôt positive, et fort heureusement, parce que c'est quand même, on pourrait presque dire, le début de la symétrie. Attention, si on se parle mal, on ne pourra pas parler du reste. Ensuite, les autres dimensions, donc vous voyez qu'il y en a après un certain nombre, sont avec une évaluation par les collaborateurs qui est au-dessus de 65 ou en tous les cas au-dessus de 55. Et malheureusement pour les clients, comme on le disait tout à l'heure, ces dimensions ne sont pas perçues. Alors je vais les commenter rapidement, puisqu'en fait ces 11 dimensions, elles permettent à nos clients
de se dire, bon, ben, je veux installer la symétrie d'attention parce que je pense que c'est un repère qui va accompagner notre amélioration, mais je ne vais pas m'attaquer à un concept global. Il faut que je trouve mes combats ou mes actions concrètes à l'intérieur. Et donc, les dimensions permettent à nos clients de trouver qu'est-ce que je pourrais faire pour améliorer cette perception. Alors, je vais prendre des exemples. La facilitation et l'adaptabilité. Est-ce qu'en tant que client, j'ai le sentiment que cette entreprise fait tout pour me faciliter mon parcours, me faciliter l'usage du service? Et est-ce qu'en tant que collaborateur, j'ai aussi le droit et cette facilitation qui m'est donnée dans mon propre parcours de collaborateur? Les valeurs, je vous parlais tout à l'heure de la valeur de l'académie avec laquelle elle partage. Est-ce que cette entreprise, quand elle me sert, je repère bien les valeurs avec lesquelles elle décide, et est-ce que ces valeurs me conviennent? Il y a également, derrière les valeurs, il peut y avoir aussi la notion de sens. Donc vous voyez, là, les collaborateurs sont plutôt positifs, les clients restent quand même très faibles. Relation de confiance, c'est très important dans cette notion émotionnelle qu'est le service. Est-ce que j'ai le sentiment que ce fournisseur me fait confiance? Ou est-ce qu'en permanence, dès que tu dis quelque chose, il remet en cause ma parole? Et moi, collaborateur, est-ce que j'ai le sentiment que mon entreprise, mon manager me fait confiance? Ou est-ce que je suis soumis qu'à des contrôles? Autonomie, les clients, ils veulent être servis, mais ils veulent aussi l'autonomie. Ils veulent l'autonomie quand ils le décident et comme ils le décident. Est-ce que je perçois cette autonomie? Puis en tant que collaborateur, est-ce que j'ai aussi cette autonomie et ce droit d'initiative qui va me permettre de m'adapter à chaque client, qui est un cas particulier, bien évidemment? Compétences et soutien, en tant que client ou en tant que patient, est-ce que je ressens que j'ai en face de moi des gens compétents qui vont me soutenir dans ce parcours qui n'est pas forcément facile? Et puis moi, en tant que collaborateur, est-ce que j'ai un employeur qui va développer mes compétences et qui va me soutenir dans les moments de la vie professionnelle qui ne sont pas forcément simples? La considération est une dimension qui a beaucoup pris de l'importance. Est-ce que je me sens considéré comme un être unique au monde, ou est-ce que j'ai l'impression d'être un numéro? Et ça, que je sois client ou collaborateur, vous comprenez bien que c'est une dimension importante. Écoutez le feedback, on va beaucoup en reparler dans les minutes qui viennent. Alors, quand je suis client, quand je dis quelque chose, quand je fais une remarque, quand je demande quelque chose, est-ce que je suis écouté? Et puis en tant que collaborateur, est-ce que également je suis écouté? Puis est-ce qu'aussi on me fait du feedback? Est-ce qu'on me dit de temps en temps, on t'a vu faire, c'est très bien, ou on t'a vu faire, on va t'aider pour que tu fasses mieux la prochaine fois, ça sera d'abord mieux pour toi. Harmonie humaine et digitale. Tous les systèmes aujourd'hui de la relation de service comprennent des moments qui sont numériques et des moments qui sont humains. Quand on veut aller à l'hôpital, il y a un formulaire d'admission qui est un parcours numérique. Puis après, on arrive le jour J et là, on est dans une relation humaine. Est-ce qu'entre ces deux moments qui traitaient de mon admission, j'ai vécu quelque chose d'harmonieux ou au contraire, ça n'a pas fonctionné, cette harmonie que j'appelle de mes voeux en tant que client et en tant que collaborateur, parce que les collaborateurs ont le même besoin d'harmonie entre ce qu'on leur demande de faire via des systèmes numériques et ce qu'ils font dans les relations humaines. Voilà pour ces dimensions qui sont asymétriques. Il veut dire que les clients ne vivent pas suffisamment ces dimensions, que par contre les clients, les collaborateurs les vivent plus. Alors c'est une chance parce que si les collaborateurs les vivent, on peut supposer que ce sera quand même assez facile de les faire vivre aux clients. Si on était dans l'autre sens, on pourrait considérer que ces dimensions seraient en fragilité parce que si les clients les vivaient mais pas les collaborateurs, on peut penser que très rapidement les clients ne les vivraient plus. Voilà pour parler des asymétries, avant d'aborder les dimensions qui sont malheureusement en symétrie négative des deux côtés. Alors, deux dimensions sont en symétrie négative de la part... Non, on a été trop vite. Jean-Jacques, je me permets de t'interrompre pour poser du coup la question de Virginie qui pose la question. Oui, vas-y. Alors, le poids de chaque dimension. Est-ce que c'est finalement le même ou certaines ont plus de poids dans la construction globale de la satisfaction? Alors, nous, l'expérience nous a montré qu'il fallait leur accorder la même importance. En revanche, quand on va travailler sur son plan d'action, parce qu'en fait, le baromètre, il est fait pour trouver ses combats. Et en fonction des scores, des barres rouges et des barres vertes, on va pouvoir définir sa stratégie. On voit par exemple, je vais prendre l'exemple qu'on a sous les yeux, si c'était le baromètre d'une entreprise, je me rends compte que par exemple, la coopération, les collaborateurs et les clients vivent, en fait, la coopération, c'est quoi? C'est quand je suis servi par cette organisation, je me rends compte que les gens, les différents services, ne coopèrent pas entre eux et ça complexifie mon parcours. Et moi, collaborateur,
quand je veux servir et que j'ai besoin de l'aide des personnes qui m'entourent, du service d'à côté, eh ben, je ne vis pas cette coopération. Ben, l'entreprise qui fait face à ce constat peut en faire une priorité. Donc, toute l'expérience nous a montré qu'il ne fallait pas que nous, on fait la mesure, mais ce n'est pas à nous de définir les priorités d'action d'entreprise. On peut bien sûr l'aider dans ses choix, et c'est ce qu'on fait très souvent, mais on part du principe que les 11 dimensions sont importantes, ce sont les résultats de la mesure qui vont permettre de définir les priorités. La dernière dimension dont on parle là, c'est environnement RSE. Hein, c'est est-ce que cette entreprise fait quelque chose pour améliorer la planète et le climat et tout ce qu'on vit en ce moment, hein, et puis, en tant que collaborateur, est-ce que je sais que mon employeur se préoccupe de la conservation de cette belle planète sur laquelle on vit et qui est un peu malmenée en ce moment, pour laquelle on est tous un peu inquiets. Daniel, je te repasse la main pour que tu parles des écarts. Absolument, merci Jean-Jacques. Donc, en termes d'évolution, peut-être encore sur la Non, Daniel, pardon. On a envie de rester sur celle-là. Pardon, juste pour finir sur les évolutions, après je te redonne la main, Tom. Donc, on voit que les 4 dimensions qui sont montrées là, donc de compétences et soutien jusqu'à harmonie humain et digital, en fait, elles ont progressé assez significativement par rapport à l'an dernier. Et en fait, vous voyez qu'elles sont passées au-dessus du seuil des 55%. Ça ne veut pas dire que c'est parfait, mais en tout cas, ça veut dire que ça a progressé. Et ça, c'est une bonne nouvelle, parce que comme le disait Jean-Jacques, ça veut dire qu'on a un présage positif pour la suite, qui est de se dire, ça commence à s'installer collaborateur. Du coup, ça devrait percoler, ça devrait passer jusqu'au côté client, usager, patient, dans les temps à venir. Alors, si on regarde maintenant la même chose côté expérience patient et soignant, sur la page d'après, Michael. Merci beaucoup. Donc, je vous ai dit que le baromètre concernait 14 secteurs représentatifs de l'activité économique. L'un d'entre eux qui nous est tous très cher, c'est la santé. Donc, ici, les établissements de santé et médico-sociaux. Alors, je ne vais pas le parcourir ligne à ligne, simplement pour insister sur quelques points, aussi pour tenir le timing et avoir le bon temps nécessaire avec Marie. Donc, les grands résultats sont les mêmes. Comportement et savoir-vivre, c'est très positif des deux côtés. En tout cas, c'est reconnu comme positif des deux côtés. Ensuite, la majorité des dimensions sont en asymétrie, alors qu'elles étaient en symétrie négative l'an dernier. Donc, il y a quand même un progrès, puisqu'en fait, on est passé en asymétrie. Ça s'installe côté collaborateur. Et quand même, si on regarde les scores les plus faibles, on a côté usager, côté patient, 39% seulement sur facilitation et adaptabilité. Le patient, il aimerait bien qu'on soit vraiment centré sur lui, mais en fait, en chirurgie, par exemple, on est quand même centré sur le bloc. C'est quand le bloc est disponible que le patient y est emmené, c'est quand il faut libérer la chambre que le patient sort, etc., etc. Et ensuite, si on regarde les autres scores faibles, on a aussi coopération, donc tous les travaux, toute la coopération, en fait, en l'occurrence, entre le patient et l'équipe médicale, c'est comment le patient est impliqué dans son parcours, comment le patient est impliqué dans les choix thérapeutiques. Et enfin, on a sur l'environnement une symétrie négative qui est liée notamment à une frustration exprimée par rapport à tout ce qui est objets à usage unique, qui sont monnaie courante dans ce secteur-là. Ça ne veut pas dire qu'on peut faire vraiment mieux, parce qu'il y a plein de raisons derrière, de gestion des stocks, d'hygiène, etc. Mais c'est peut-être déjà un aspect communication, d'expliquer quand même ce que font les établissements. Alors, ce qui est très important aussi, c'est, ça c'est vraiment des chiffres, maintenant, c'est quoi la richesse des retours, en fait, des patients et des collaborateurs. Et ça, c'est la page d'après, c'est ce qui remonte dans les verbatims. Et vu des patients, il y a 3 grands sujets qui remontent. Un enjeu de réduction des temps d'attente tout au long du parcours, que ce soit à l'admission, que ce soit au moment où on passe au bloc, que ce soit au moment où on sort, où on attend son ordonnance. Deuxièmement, donner plus de ressources aux soignants. Et ça, c'est hyper intéressant parce qu'en fait, il y a quand même peu de secteurs, quand vous allez dans une concession automobile, vous ne vous dites pas « il manque de vendeurs ». Il manque de techniciens, alors que dans la santé, les patients eux-mêmes disent il faudrait en fait plus de soignants. Donc, c'est un comportement qui est très atypique et du coup très intéressant, les patients qui voient le besoin de personnel additionnel. Et enfin, les patients attendent de l'écoute, attendent une écoute attentive.
pour prendre en compte leurs besoins. Et quand on regarde les collaborateurs, de leur côté, ils demandent en fait aussi plus d'écoute, plus de considération, de reconnaissance de la part de leur hiérarchie. Deuxièmement, ils notent la pénibilité de leur travail et le manque de personnel, donc de façon symétrique à ce qu'observe le patient. Et enfin, les collaborateurs parlent aussi de besoin d'améliorer le dialogue et la communication entre ces services. Vous vous souvenez, c'est la notion de coopération dont nous avions parlé tout à l'heure. Oui, alors, rapidement, puisqu'on a pris un peu de retard, hein, on peut voir que les collaborateurs surestiment la prise en compte des réclamations clients et patients. Hein. Nos clients ont le sentiment que dans la santé, que 46%, c'est quand même un facteur très très faible. Alors que vous voyez que là, on a 23 points d'écart dans la prise en compte des feedbacks. Hein, donc les collaborateurs surestiment énormément cette dimension, et en particulier dans la santé, avec 27 points d'écart entre ce que pensent les clients, ce qu'ils vivent, et ce que pensent les collaborateurs. Slide suivante, parce que je voudrais rattraper un peu le retard qu'on a pris. Donc avec la deuxième slide, ces affirmations confirment le manque d'écoute et de considération, de reconnaissance et de compréhension de la part de la hiérarchie. Hein. Les collaborateurs, ils demandent, les managers encouragent le feedback vis-à-vis d'eux. Vous voyez qu'on est encore dans une dimension très très faible. Les managers de l'entreprise donnent du feedback régulier aux collaborateurs. Vous voyez, dans l'ensemble des entreprises françaises et un peu plus dans la santé, les managers ne donnent pas assez de feedback et les collaborateurs donc aimeraient bien en avoir beaucoup plus. Et puis les résultats des études conduites auprès des collaborateurs type baromètre sont communiqués. Ça rejoint un petit peu ce que disait Daniel tout à l'heure. Il y a peut-être des enquêtes qui sont faites, mais elles sont très rarement partagées avec les personnes qui sont au cœur de la relation. Voilà. On passe à la slide suivante pour essayer de rattraper un peu le temps. Voilà, Je vais faire la conclusion, Daniel. Oui, absolument. Du coup, en conclusion, donc, le baromètre de la symétrie des attentions, ça mesure les écarts de perception et c'est faisable dans chacune des organisations. Donc, c'est faisable dans chacune des organisations et soit dans l'absolu, en fait, pour sa propre organisation, soit aussi de façon benchmarkée par rapport soit à l'ensemble de l'activité, soit au secteur le plus proche dans les 14. Et donc, ça permet in fine d'identifier les axes de progrès concrets et de prioriser les axes de travail. Merci beaucoup à tous les deux. Donc, juste avant de passer et faire la transition avec le témoignage donc, de Marie Truong, la parole est à vous. Voilà, on vous propose juste de répondre en commentaire à la question suivante. Quel est le niveau de maturité de la dimension écoute et feedback au sein de votre organisation? Donc, on vous propose 4 propositions de réponses en fonction de où vous en êtes en termes d'écoute et feedback. On vous propose de répondre 1, 2, 3 ou 4 en commentaire, donc dans le bouton conversation. Et ensuite, on va enchaîner tout de suite avec le témoignage de Marie Truong. Donc, ça permet de voir ce que pourra partager et avec lesquels vous pourrez vous inspirer des pratiques que met en place Marie Truong au sein de l'hôpital Fondation de Rothschild. Parfait. Juste en attendant peut-être que vous puissiez répondre, je me permets de poser donc les 2 questions qui étaient encore en attente. Donc la première, c'est la question de Daniel qui demande de préciser la relation de confiance entre finalement l'entreprise et le client. Est-ce que finalement c'est l'entreprise qui fait confiance au client uniquement, le client qui fait confiance à l'entreprise, ou ça va dans les 2 sens? Et la deuxième question. Oui, je pourrais répondre à la première, Tom, si tu veux bien. Là, on regarde les choses telles que les clients les souhaitent et les vivent. Donc, quand les clients disent « j'ai le sentiment que l'entreprise à laquelle je m'adresse ne me fait pas confiance », c'est de ce point de vue-là qu'il faut regarder les choses. On n'est pas forcément dans un rapport où ça devrait être dans les 2 sens. C'est d'abord à l'entreprise qui veut accomplir sa mission de service de faire confiance à ce que lui disent ses clients et à lui faire confiance aussi, de faire aussi confiance à ses collaborateurs. C'est de l'entreprise qui a la main en termes de responsabilité. Très clair. Merci. Et la deuxième question de Violaine, comment développer l'approche bienveillante et empathique? Alors, pour nous, une fois qu'on a fait ces baromètres pour des entreprises et qu'on a choisi les dimensions sur lesquelles on va accompagner nos clients, on les aide en mettant en place des actions concrètes. Si effectivement on se rend compte dans une entreprise qu'il y a un problème avec cette dimension empathique dans les relations autrui, on va développer
des développements de compétences, on va mettre en place des compétences qui vont permettre aux personnes d'être plus à l'aise dans la relation et en étant plus à l'aise, d'avoir une relation plus équilibrée avec autrui. Donc effectivement, ces baromètres doivent permettre de mettre en place des actions et souvent dans l'exécution, on trouve des développements de compétences spécifiques. Très clair. Merci Jean-Jacques. Merci beaucoup. Donc voilà, on a eu un certain nombre de réponses et on voit que c'est assez homogène sur les 4 choix de réponses. Donc il y a des niveaux de maturité qui sont plus ou moins avancés. Donc on voit qu'il y a des sujets, il y en a qui doivent avoir pas mal de pratiques sur l'écoute et feedback. Donc Daniel, en fonction de ce retour, et puis je te laisse faire la transition. Merci Et beaucoup. Merci Mickaël. Donc, nous passons à la deuxième partie de ce webinaire. Donc, si on passe à la page d'après, donc sans transition, rentrons dans les échanges avec Marie Truong, qu'on est à nouveau honoré d'avoir avec nous. Alors, première question que j'ai pour toi, Marie, si on va à la page d'après, c'est chez toi, à la Fondation Rothschild, quels enjeux vois-tu en matière de culture d'organisation et notamment relativement en fait à la satisfaction de toutes les parties prenantes, les patients bien sûr, mais aussi les soignants. Alors, donc déjà, bonjour, enchantée à nouveau. Je pense que déjà, dans un premier temps, il faut remettre un petit contexte général sur le secteur de la santé, les enjeux de la santé de manière générale, où on est quand même dans un contexte où il y a une augmentation des maladies chroniques, donc une augmentation de plus en plus forte en fait des demandes, avec une offre qui n'est pas forcément aussi bien dotée en face. On a aussi une pression financière qui est là. On a des durées de séjour qui sont de plus en plus courtes. Donc voilà, dans ce contexte-là, comment on fait pour que le lien soignant-soigné soit toujours optimum? Et puis on a aussi l'intégration de plus en plus d'innovations technologiques. On en a parlé tout à l'heure dans le retour avec voilà, tous les outils d'intelligence artificielle et autres, et des outils de digitaux, et trouver cet équilibre dans la relation, dans l'utilisation de ces outils qui permet d'optimiser les parcours et l'activité au sein des hôpitaux, et en même temps garder cette relation humaine qui est tellement importante pour nos patients, qui se sentent tellement perdus quand ils passent les portes de nos hôpitaux. Donc voilà, on a ce contexte-là. Et puis, on a les enjeux liés au personnel. Voilà, on les connaît tous, hein, depuis le Covid, tous les établissements de santé et le nôtre n'échappent pas à la règle de la pénurie du personnel. Donc, se dire, c'est comment on arrive à les recruter, comment on arrive à les fidéliser, en sachant que leurs attentes aujourd'hui, c'est, comme beaucoup de gens, c'est la recherche de sens dans son travail et puis l'équilibre vie personnelle, vie professionnelle. Donc, il est important de pouvoir les écouter pour pouvoir répondre à ces attentes-là. Et puis nous, au niveau de nos patients, on assiste à un changement de comportement de nos patients qui sont quand même de plus en plus consuméristes. Vous parliez tout à l'heure, même chose dans les résultats, qu'il y a de plus en plus d'attentes. Oui, il y a beaucoup plus d'attentes, et puis un changement de comportement à l'hôpital où on prend comme un prestataire de service, comme quelque part on va à l'hôtel, ce qui était peut-être pas le cas auparavant. Et de l'autre côté, on assiste aussi à une mutation du rôle du patient dans la prise en charge. Longtemps, le patient a été perçu comme une pathologie à soigner, où on lui a imposé un parcours de soins où il n'avait pas trop son mot à dire. Et aujourd'hui, les choses changent. Et ça a été initié par un mouvement anglo-saxon qui est de prendre en compte le patient en tant que personne, lui donner un rôle plus central, le faire participer à sa prise en charge, qu'il devienne acteur. Puis aujourd'hui, on va même encore plus loin, parce que l'idée est de co-construire avec lui les parcours de soins de demain. Et donc là, nos enjeux, ils sont là. C'est quelle est la place qu'on donne aux patients dans nos stratégies actuelles dans nos hôpitaux, tout en écoutant la parole de nos collaborateurs. Merci beaucoup, Marie.
Donc, on va passer à la au second thème, donc, qui est spécifiquement, du coup, on a beaucoup parlé d'écoute et de feedback. Tu en parlais aussi. Ouais. Tu disais que les populations, les parties prenantes sont évidemment très importantes parce qu'elles ont plein de choses à dire, elles ont plein de ressentis. Les professionnels, il faut les retenir, il faut les attirer, il faut les fidéliser, etc. Les patients, il faut les satisfaire avec leurs attentes et leurs enjeux. Du coup, très concrètement, à la Fondation Rothschild, comment est-ce que vous avez pris en compte en fait, les notions d'écoute et de feedback pour que ça fonctionne, quoi, pour que ça prenne à la Fondation? Alors, moi, je vais surtout me concentrer sur la partie patient, mais je vais aussi parler de ce qu'on fait au niveau des collaborateurs. Au niveau des patients, au niveau de la santé, on a un questionnaire national qui s'appelle le questionnaire ISATIS, déterminé par le ministère de la Santé, qui permet de comparer l'ensemble des établissements de santé de France. Donc ça, c'est un questionnaire qui est national et qui est quelque part factuel et le même pour tous. Après, ce questionnaire, il nous dit, OK, le patient, il est content ou pas content sur tel domaine, mais ça ne nous dit pas pourquoi il n'est pas content. Et en fait, nous, on a besoin de savoir. Et puis, il y a une différence entre pour aller chercher la satisfaction du patient, mais c'est surtout, nous, ce qui nous intéresse, c'est maintenant de connaître son ressenti. C'est pas la même chose de poser la question à quelqu'un: «Est-ce que tu es content?» «Oui», «Non», et lui dire: «Mais au fait, comment tu vis les choses? Comment tu as vécu ce moment-là?» Et on recueille pas la même information et on n'en fait pas les mêmes choses derrière, en fait. Donc nous, c'est là-dessus qu'on a travaillé. On s'est aperçu que finalement, ce qui était plus intéressant, au lieu d'avoir des items, des questionnaires avec 20 questions sur je suis content, pas content sur tel sujet, c'est peut-être d'avoir moins de questions, mais plus de questions ouvertes où les patients puissent s'exprimer librement et analyser après les verbatims des patients pour mieux comprendre ce qu'ils ont besoin. Donc c'est ce qu'on a fait. En fait, on a notre première action l'année dernière, ça a été de retravailler nos questionnaires de satisfaction. Donc que ça soit pour l'externe, donc tout ce qui est consultation, aussi bien pour l'hospitalisation. Donc au lieu d'avoir des longs questionnaires de 15-20 pages, de 15-20 questions, on n'en a plus que 4-5 qui sont très, très simples. Donnez-nous une note entre 0 et 10 parce que c'est toujours important d'avoir un système de notes pour avoir une évaluation après, justement pour faire plus facilement le retour auprès des équipes. Pourquoi vous êtes content pourquoi vous avez donné cette note? Quelles sont vos suggestions d'amélioration? Parce qu'il faut qu'on puisse s'alimenter d'eux pour avoir notre amélioration continue. Et c'est à travers leurs paroles et leurs idées que on pourra trouver les meilleures solutions. Et le dernier point qui nous a été important, qu'on a rajouté, c'était: est-ce que vous souhaitez remercier quelqu'un, un personnel administratif, soignant, peu importe, parce que il sera important pour ce travail de restitution auprès des équipes de leur montrer que l'étude de la satisfaction, c'est pas juste vous dire: «Attention, c'est pas bien ce que vous l'avez pas bien fait». C'est aussi, leur remonter ce qui est positif, ce qu'il faut pérenniser, ce qu'ils font de bien, et pour après, dire dans un second temps: «Bon, par contre, il faudrait qu'on puisse travailler sur tel et tel sujet». Donc on l'a travaillé comme ça, au niveau, des retours, des feedbacks. Et puis on fait pas que des questionnaires. On mène aussi, par exemple, sur, notre service de neurochirurgie, grâce, à l'accompagnement de l'Institut français de l'expérience patient, où j'ai pu être formée sur, comment écouter la parole. Parce que c'est bien de se dire, on veut du feedback et on veut écouter la parole, mais il faut savoir être formé à écouter et entendre cette parole. Et voilà, on a fait des ateliers où on proposait aux patients, après leur rendez-vous post-opératoire, donc ça veut dire à plus de 3 mois de leur intervention, un entretien individuel où on leur pose une question toute simple: comment vous avez ressenti votre hospitalisation? Et ce qui est intéressant avec cette question unique et ouverte, c'est qu'on va avoir le ressenti du patient. Il va dire en premier ce que lui est intéressant pour lui, ce qui a été important pour lui. Et on n'a pas forcément en fait l'idée, nous, de se rendre compte de ce qui était le plus important pour lui, parce que nous, on voit nos besoins dans notre organisation d'amélioration du rodage, mais c'est pas forcément ce qui était important pour le patient. Voilà, ce sont des exemples, et on fait des passages au lit du patient, voilà. Donc ça, c'est des éléments pour recueillir
le ressenti de nos patients. Et en parallèle, cette dynamique d'avoir des questions plus ouvertes, on a fait la même chose pour les collaborateurs. Donc, on a un baromètre social qui est fait tous les ans. Et cette année, le baromètre social, il a été fait de la même manière en fait que pour les patients, avec des questions beaucoup plus ouvertes et avec de l'analyse, des verbatims, des retours des collaborateurs. Et on a aussi la direction qui a mis en place des repas avec la DG. On appelle ça les repas de la DG, où toute personne, en fait, tout collaborateur peut s'inscrire à une session à déjeuner avec la direction générale pour pouvoir faire des retours, parce que parfois, on n'a pas toujours accès à eux et puis on n'a pas l'occasion d'en discuter avec eux et de remonter des sujets. Et voilà, c'est des choses, un autre exemple de ce qui a été mis en place pour pouvoir récupérer la parole de nos collaborateurs. On imagine, Marie, que ça n'a pas dû être un long fleuve tranquille, tout ça. Donc, j'imagine qu'il y a une question aussi de comment, finalement, tu embarques les équipes pour qu'elles soient partie prenante de cette approche. Donc, c'est la question suivante. Alors, je dirais que la première étape, c'est, avant de se dire comment, on embarque les équipes, c'est déjà leur montrer l'intérêt, en fait, de l'écouter la parole du patient. Pourquoi c'est intéressant? Et pour ça, donc il faut avoir quelqu'un, qui porte cette parole, donc qui est mon rôle aujourd'hui au sein de l'hôpital, et c'est d'aller dans les différentes instances et à tous les niveaux. Aussi bien au niveau de la direction générale que, au niveau du personnel de l'accueil central, pour leur montrer l'intérêt de prendre en compte la parole des patients. Et donc pour ça, ce qui est bien, c'est qu'on a une journée, par exemple, des nouveaux arrivants, où ils rencontrent, voilà, les différents services importants, et moi j'interviens, lors de cette journée, et je peux expliquer au personnel quel est l'intérêt d'écouter la parole des patients, quel est l'intérêt de prendre en compte le patient autrement pas une pathologie, de se dire, bah voilà, si vous deviez recevoir un patient demain, imaginez-vous que c'est votre tante, votre mère, etc. Et comment vous le recevez. Voilà, c'est les pousser déjà à comprendre l'intérêt de cela. Et comme je le disais tout à l'heure, pour les embarquer, il faut leur montrer que la parole qu'on recueille, c'est aussi du positif pour eux, c'est aussi une manière de valoriser leur travail, et c'est pas que des axes d'amélioration. Et puis, c'est leur montrer que quand je prends en considération la parole du patient et que je mets des améliorations pour mieux accueillir le patient, c'est finalement aussi améliorer mes conditions de travail. Et ça, c'est vraiment leur expliquer ça. Ensuite, comment on embarque? Forcément, on a besoin d'un appui de la direction. Si la direction croit au projet, croit à l'intérêt d'écouter la parole, ça va redescendre. Ensuite, il faut que les équipes, elles participent à la démarche. Et donc, par exemple, sur les entretiens individuels qu'on a eus, on le faisait en binôme. Moi, j'étais présent, mais c'était fait avec un médecin, j'ai une cadre de soins, voilà, j'ai eu différentes personnes des équipes qui ont participé au recueil des patients, de la parole des patients, et cette écoute a été faite en dehors de leur activité habituelle. Et donc, elle est plus qualitative, et là, tout d'un coup, ça prend un autre sens. Donc, voilà. Ensuite, il faut que les retours, par exemple, quand on va faire des enquêtes au lit du patient, il faut que les retours ils soient faits rapidement. Si je fais mon enquête tel jour et que je vais voir l'équipe 3 mois après, ça n'a pas de sens. Il faut faire des retours récurrents et de manière immédiate pour que ça leur parle. Et surtout, c'est que ces retours, ils doivent être ritualisés. Il faut que quelqu'un porte les retours des enquêtes pour montrer l'intérêt de ces enquêtes, et mettre des plans d'action derrière, les faire, mais faire des actions qui soient réalisables, des quick wins, pour montrer que, oui, si on met en place des outils de récolte d'informations, qu'on me demande mon avis, aussi bien patient que collaborateur, derrière, il y a une action qui se met en place. Donc, il faut toujours montrer l'intérêt de la démarche, en fait. Et bien sûr, voilà, moi, je suis là pour porter cette parole des résultats
dans les services et essayer de donner aussi des résultats qui soient pas trop généraux, mais qui concernent quand même les services pour qu'ils se sentent concernés. Bravo Marie. Du coup, tu as déjà donné beaucoup d'exemples. Alors, c'est la question d'après. Si peut-être pour gérer le temps aussi, est-ce que tu aimerais partager peut-être un exemple d'action qui a été mise en place au-delà de tout ce que tu as déjà partagé? Et après, on passera à la dernière question qui sera sur les prochaines étapes. Ouais, déjà très, très rapidement sur ce qui est important, vous voyez par exemple par rapport à l'outil qu'on a utilisé avec vous, Better World, c'est qu'aujourd'hui, il y a un projet des usagers. Le projet des usagers, c'est un programme d'amélioration selon la parole des patients. Aujourd'hui, dans beaucoup d'établissements, ça se fait à partir d'un groupe de travail représenté par des représentants des usagers, quelques patients partenaires et des équipes en interne. Et c'est ce qu'on a fait aujourd'hui, mais en complément, on s'est appuyé sur toute l'étude des verbatims d'1 année entière de nos patients. Donc c'est quand même la parole d'1 an de patients venus dans notre hôpital qui a été pris en compte pour faire ce projet des usagers. Donc ce que je veux dire, c'est que l'analyse des verbatims doit devenir un outil stratégique sur comment améliorer la prise en charge de nos patients de demain. Et qui d'ailleurs se fait à la fois de façon initiale pour alimenter les premiers groupes de travail et après qui se met Oui. à jour en continu aussi de Ouais. sorte à poursuivre. C'était le point de la volatilité qu'évoquait Jean-Jacques Gracier au début, c'est à dire d'année en année, ça change beaucoup, d'où le besoin effectivement de suivre de façon très fine. En Voilà, termes de et prochaines après, étapes, ouais. en termes de prochaines étapes, du coup, Marie, quelle est la suite de ces travaux à la Fondation Rothschild? L'étape maintenant, c'est d'arriver à ce que les équipes s'approprient elles-mêmes les outils quelque part sans que moi j'ai besoin de le porter dans tous les services. Il faut que ça devienne un outil pour nos managers en fait, pour que, voilà, ils l'utilisent par eux-mêmes. Il faut ce changement en fait de l'intégration de la parole aussi bien des collaborateurs que des patients, c'est quand même un changement de comportement assez fondamental, d'une culture, et ça se fait pas du jour au lendemain. C'est quelque part une stratégie de la transformation. Et voilà. Et donc je crois que notre prochaine étape, c'est de continuer en fait cette appropriation de cette démarche. Et je pense aussi il nous manque maintenant quelque part la récolte aussi de l'information, du ressenti des accompagnants. Voilà, c'est peut-être quelque part le challenge aussi de demain, c'est d'intégrer la parole des accompagnants qui sont un réel acteur dans nos processus. Merci infiniment, Marie. Je me tourne maintenant vers Jean-Jacques. Quand tu entends tout ça, Jean-Jacques, qu'est-ce que ça te fait dire en termes d'apport de ça, de parallélisme de ça avec les autres secteurs que la santé? D'abord, merci à Marie pour son témoignage, parce que je pense que ce qu'elle a expliqué peut nourrir bien d'autres secteurs dans leur réflexion. Quand on regarde le secteur de la santé plus spécifiquement, comme ça a été un peu dit tout à l'heure, c'est le seul secteur où les clients se préoccupent du bien-être des collaborateurs, parce que les patients souffrent parfois du manque de temps du personnel en question. Mais pour moi, cette spécificité, c'est un signal faible d'un sujet qui ne pourra qu'augmenter pour l'ensemble des secteurs. Faute de temps disponible pour bien servir, le plaisir au travail de ceux qui nous servent tous les jours, le plaisir au travail, le sens s'efface, le client le ressent. Et je pense que bien des métiers de service doivent réfléchir à ce signal, parce que pour bien servir, il faut avoir des collaborateurs engagés. On n'a pas de collaborateurs engagés quand il y a une perte de sens. Les gens qui sont dans les services sont des gens qui aiment servir. Et si on ne leur donne pas les moyens d'accomplir leur travail avec fierté, ils se désengagent. Et ça concerne tous les secteurs. Et le secteur de la santé le montre bien. Et je pense que c'est en ça un service qu'il rend à l'ensemble des activités de service. Alors, comme vient de dire Marie, je suis très content qu'elle en ait parlé. Il ne faut pas aussi écouter que son client direct. C'est comme dans le monde du B2B2C, quand on n'écoute que le B, on ne sait pas ce que pense le C. Dans les métiers de la santé, il y a effectivement le malade, mais il y a aussi l'accompagnant, la famille qui l'entoure. Et il faut écouter, parce que le parcours de l'accompagnant est parfois un parcours très dur, parce qu'il n'est pas forcément au corps du protocole de soins. Et donc, il faut bien les écouter, mais ça ne concerne pas que la santé.
Nous, on travaille aussi dans l'enseignement supérieur privé post-bac. Ben, si vous écoutez que les étudiants ou vous écoutez que les parents, vous passez à côté des vraies difficultés parce qu'il y a en fait un établissement scolaire post-bac payant, il y a deux clients. Il y a l'étudiant qui vient s'inscrire et là les parents qui payent. Donc, je pense que ça aussi, ça peut nourrir les autres secteurs. Et puis après, en conclusion, j'ai envie de dire que on voit bien la santé, fort heureusement, c'est un milieu très, très qualitatif au sens protocole du terme. Et sans ces protocoles, on ne serait pas bien soigné. Je pense que tout le monde sait bien qu'en France, on a la chance d'être particulièrement bien soigné. Mais, comme ça a été dit aussi, aujourd'hui, le patient, dans ses exigences, dans ses attentes plus ou moins conscientes, il est nourri par tout ce qu'il vit, dans toutes les prestations de services qu'il reçoit tous les jours. Nous, on dit qu'il est collectionneur d'expériences. Même si ça ne paraît pas raisonnable, un patient maintenant veut être traité comme un client. Et ça, ça montre qu'on est aussi obligé dans le monde de la santé de regarder ce qui se passe dans le monde du service en général et de s'adapter à cette augmentation d'exigence. Voilà ce que je voulais dire un peu en conclusion. Merci beaucoup, Jean-Jacques. Alors, du coup, dans les 5 minutes qui nous restent, je propose qu'on fasse en parallèle un petit sondage, comme on l'a fait au début, que Mickaël va vous présenter. Et en parallèle déjà, pendant que vous répondez, vous pouvez nous partager vos questions et on prendra les questions, on prendra vos questions. Tout à fait. Donc voilà, avec tout ce que vous avez entendu à partir du baromètre et du témoignage et des belles pratiques partagées par Marie, on souhaitait se poser cette dernière question. Quelle action prévoyez-vous de mettre en œuvre pour améliorer l'écoute et le feedback en 2024-2025? On vous propose 3 choix et vous répondez 1, 2 ou 3 en conversation et on fera la synthèse avec Tom. Et donc Tom, je te laisse peut-être partager une première question à nos 3 invités. Bien sûr, donc c'est la question de Sandrine qui se demande si le rôle particulier la place particulière donnée aux patients en fait dans ce nouveau parcours, améliorer simplement la satisfaction du patient ou également le traitement et le parcours du soin. Enfin, l'efficacité du traitement et du parcours du soin, pardon. Oui, tout à fait. Je vais laisser Marie répondre. Marie, quelle serait votre réponse? Bien sûr, parce qu'en fait, quand on écoute la parole du patient et je veux dire aussi et du collaborateur, c'est ce qu'on en revenait à tout à l'heure dire, c'est de donner des conditions pour que ce traitement se fasse au mieux. Donc, par exemple, quand on dit le patient il souhaite avoir une meilleure information parce que pour améliorer sa prise en charge, voilà. Et on va mettre en place des systèmes d'outils internes qui, à la base, pour améliorer l'expérience du patient, mais finalement, on va s'apercevoir que ça va améliorer aussi l'organisation et la qualité des soins, parce que toujours, l'idée, c'est aussi d'améliorer la qualité des soins. Les deux vont de pair, en fait. Oui, Marie, vous avez parfaitement raison. Et très souvent, dans beaucoup de secteurs, on nous oppose, oui, mais si on fait plus attention à la relation, on fera moins attention, on sera moins dans les compétences métiers. Non, enfin, la stratégie de service, c'est toujours une stratégie du « et ». On va continuer à être des professionnels avec des vraies expertises métiers. Et en plus, on ajoute cette compétence relationnelle, cette prise en compte des émotions de l'autre, qui fait que ça fluidifie l'ensemble et que ça satisfait à la fois celui qui sert et celui qui est servi. Par exemple, aujourd'hui, nous met en place des formations de simulation qui, à la base, sont sur des formations, on va dire, médicales, métiers, mais en même temps qui sont sur des formations soft skills, qui va être, oui, je fais un geste médical de qualité, mais aussi comment je le fais et comment je le communique et comment je l'accompagne auprès du patient. Parce que finalement, on s'aperçoit que le patient, lui, il prend pour acquis qu'il sera bien soigné. Par contre, ce qui va être important pour lui, c'est comment on s'adresse à lui, comment on communique avec lui. Et vous voyez, les deux peuvent en fait aller de pair, en fait. Une autre question, Tom. Alors, on a une autre question concernant alors j'essaie de les regrouper, mais le traitement comment faites-vous pour traiter les retours négatifs? Combien de verbatim récoltez-vous à peu près en une année? Et la troisième, c'était quel outil est-ce que vous utilisiez pour pouvoir le traiter? Voilà, donc si on peut regrouper, je pense, ces trois questions. Alors en fait, ce qui est assez drôle, c'est que quand on a mis en place l'outil avec des questionnaires, avec des questions ouvertes versus les questions fermées, on a multiplié par 10 les retours.
mais d'un mois à l'autre. Donc, comme quoi, les patients se sentent nettement plus concernés quand on s'intéresse vraiment à eux, comment ils ressentent les choses, plus qu'un questionnaire avec des questions fermées. Donc ça, c'est pour vous donner, voilà. Là, j'ai pas le volume, le chiffre du nombre de verbatim sur une année. Mais ce qui est sûr, c'est que pour analyser tous ces verbatim, ben, on s'appuie sur la solution BetterWord parce que c'est pas possible de le traiter à la main. Et après, moi, j'ai un travail quand même d'analyse à nouveau quand même de ce que nous transmet BetterWord. Et c'est moi qui fais tout ce travail de synthèse et aussi de le faire par parcours et si c'est possible, par service, si on a assez de données pour que ça soit pertinent. Et peut-être pour donner un ordre de grandeur, pour un établissement typique, on est à quelque chose entre 5 000 et 15 000 verbatim par an. Du coup, comme ça vous donne aussi un peu un ordre de grandeur pour ceux qui ne connaissent pas forcément la santé autour de la table. Alors, il est 10h30. Est-ce qu'on prend peut-être une dernière question, Tom? J'ai une dernière question que je pense trouver pertinente et qui va vous rassembler, c'est en fait justement comment êtes-vous parvenu à embarquer des ambassadeurs ou finalement des personnes pour porter ce projet d'amélioration basé sur l'écoute de verbatim? Alors pour le moment, en toute honnêteté, on en est au début, puisqu'on a intégré l'outil BetterWord, je crois que c'était au mois d'octobre. Donc on a fait les premiers gros travaux d'analyse, etc., sur le mois de décembre et janvier pour avoir de la matière et du comparatif. Donc là, les ambassadeurs, en fait, on les a à travers les cadres de santé qui aujourd'hui maintenant comprennent les outils et les prônent au niveau de leurs équipes. Et surtout, si je vous parlais de la journée des nouveaux arrivants, ce qui est intéressant, c'est qu'à la journée des nouveaux arrivants, on leur parle de tout ça. Et moi, il y a des gens qui viennent vers moi qui sont sensibles à ce sujet-là. Et en fait, il faut rebondir sur ces interactions-là avec ces personnes-là. Et par exemple, voilà, avec les brancardiers, dans les brancardiers, ils sont venus me solliciter et on va mener une action où on va faire justement un vie-ma-vie du patient. Des brancardiers qui vont se mettre dans les brancards et faire l'exercice de ce que c'est d'être patient dans un brancard. Donc voilà, il faut que ça vienne aussi après de quand on interagit, des gens qui viennent à vous avec des projets précis. Et voilà, après, on peut pas, c'est difficile de déployer sur tout le monde en même temps. Le tout est d'arriver à trouver des gens qui sont sensibles sur le sujet et de développer quelques actions concrètes pour qu'après, ça donne envie aux autres. C'est clair. Merci beaucoup, Marie, pour ce dernier témoignage. Parce que je vois que nos invités sont en train d'être obligés de se retirer parce qu'ils ont tous des agendas serrés. En tous les cas, merci Marie pour ce témoignage qui est effectivement très inspirant, comme le disent beaucoup de commentaires. Et Daniel et moi, on a eu beaucoup de plaisir à partager avec vous cette expérience, ce que nous faisons, comment à la fois on permet de comprendre l'expérience client, l'expérience patient, l'expérience des collaborateurs, et puis aussi comment effectivement on met en place des plans d'action pour améliorer ça d'une façon continue, parce que c'est vrai que c'est un combat de tous les jours. Donc merci beaucoup pour votre participation à toutes et à tous, et puis à bientôt pour d'autres partages avec Daniel, les équipes de BetterWord et les équipes de l'Académie du service. Merci infiniment à tous et merci à tous de préparer ce webinaire. Donc, merci beaucoup à toute l'équipe BetterWord, Académie du Service et Marie, Fondation Rothschild. Et merci à tous pour la participation. À très bientôt. On est à disposition aussi après pour répondre à vos éventuelles questions. Si vous êtes frustré qu'on n'ait pas pu répondre à votre question, je m'en excuse. Le timing était court, mais on continue à exister après la fin. Donc, n'hésitez pas à nous contacter. On sera heureux de vous répondre. Merci à tous. Très bonne journée. Merci à tous. Bonne journée. Au revoir. Et à bientôt. Bonne suite de journée à tous.